Merci beaucoup à Cher et tout Couer pour votre invitation amicale. This is our story. It was just as the first lockdowns were announced that I had massive alarm bells going off in my head. This wasn't right. By April 2020, I came across Dr. Mike Eden online, and he was asking questions and challenging the narrative. He shared in his gentle and direct manner that he had good reason to believe that we were being lied to, that a narrative was being controlled, was being created to control people by fear. Then in June, out of America came the White Coat Summit, a group of doctors all speaking out at once, challenging lockdowns, masking, and the refusal to treat sick and elderly, all in the name of COVID-19. But the hinge point for me was that summer when the mainstream media in lockstep announced you can catch COVID twice, that antibodies wane and natural immunity diminishes. Straight away, I knew we were being lied to. Fast forward 1 year, and the vaccine rollout was in full swing. My eldest was planning a trip with some friends who were leaning on him to get vaccinated. I vividly recall a conversation we had at that time where I urged him to consider his actions carefully, pointing out that whatever his decision, he needed to be prepared for the possible consequences of his actions. I contacted our doctor on behalf of our son to request a blood test confirming T-cell immunity, as we as a family had all had the symptoms. Over the phone, I raised my concern that evidence was appearing that suggested those who got COVID and then took a vaccine seemed to be more at risk of an adverse event following vaccination. To my shock, the reply came back, "You probably know more about this than I do." My request was denied. Unknown to myself and my husband, our daughter, Ruth, was also planning a trip to a music festival in England. She needed a vaccine pass to gain entry, and so turned up at a local pop-up clinic, rolled up her sleeve, and took a Pfizer jab. 7 months after her injection, on the 8th of February 2022, Ruth died suddenly after what she thought was the flu. I asked the ambulance crew and the police attending her apartment that night to record in her notes that she had taken a Pfizer jab months before. We are grateful that they honoured our request. We waited 8 months for the autopsy report and were finally told that Ruth's cause of death was Addison's disease. To quote the coroner, Ruth's adrenal glands were destroyed. It didn't take too much research to discover that this is not what happens to the adrenal glands with Addison's disease, and for a number of reasons it was not a good fit. Ruth was outside the average age range. A diagnosis is generally made after anything from 1 to 4 years, with a clinical picture of a slow, chronic and progressive condition with associated symptoms. Ruth went from being in good health to deceased in a little under 3 months. The coroner's office closed the case and referred us back to our doctor. So my husband, Kenneth, and I advised our doctor of our conviction that it was the Pfizer jab that caused Ruth's death. 3 things came out of that visit. Firstly, the doctor completed a yellow card report on behalf of Ruth. Second, I learned that I myself could also fill in a yellow card report, which I did. And thirdly, our doctor advised us to reach out to the coroner's office to advise them
of our position, which we did. 2 years later, we're still waiting for that reply. Just a few weeks after receiving the coroner's full report, the Died Suddenly documentary, funded by Stu Peters' network, was released free of charge. We watched that documentary and we knew that our journey was really just starting. Knowing what we now knew, we had a moral obligation to share the truth with as many as would listen. We started by thanking Stu for the documentary, and he invited us to share Ruth's story on his platform. From that day until now, we have endeavoured to fulfil our promise to God to be faithful to the truth. And so, in early 2023, we emailed a number of our politicians, and out of that came an invitation to reach out to Mr. Paul Frew, MLA, who had been attempting to raise awareness within his political party of the excess deaths since the rollout of the mRNA injections. He reached out to Kenneth and myself to ask if we might be interested in being involved in a vaccine injury group for Northern Ireland. From this invitation, the Vaccine Injured and Bereaved Support Group for Northern Ireland, VIBS-NI, was formed. It became a year-long struggle to secure a date to hold our formal awareness day in Stormont Parliament buildings. One vaccine-injured lady, with the unwavering support of her mother, knocked on the doors of every politician in her area, finally successfully arranging a visit with a local politician. It is our understanding that this visit, combined with our public stand, which we took outside Stormont Parliament buildings on the 2nd of July 24, was influential in securing an invitation to meet with the First and Deputy First Ministers. After that meeting, the First Minister co-signed the necessary paperwork, and the date for our formal launch was set as the 14th of October 2024. Finally, the VIBS-NI Long Gallery awareness event was a reality. The hall was full to capacity and the people listened attentively as our invited speakers shared with the folk who gathered to support us. We are especially grateful to Dr. Mike Eden and Fiona Hine for their generous contribution of time and effort on behalf of the vaccine injured and bereaved of Northern Ireland, and we thank them publicly today for their ongoing trailblazing for the truth. Looking back, we are thankful to God for answering our prayer and protecting that platform for the most affected of this disaster. The word is spreading, people are waking up, the truth matters. VIBS-NI is in the early stages of growth. We have a mammoth task ahead, but one overarching principle remains rock solid. We will be faithful to the truth, so God help us. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, je suis donc Laurence, l'émotion monte, c'est la première fois. La maman d'Antoine qui est décédée, donc un jeune de 30 ans qui est décédé à son domicile le 16 décembre 21. 2 doses Pfizer à son actif. Alors, j'avais essayé de tenter de dissuader mes enfants de prendre cette injection parce que je trouvais que ça allait trop vite, que des traitements efficaces et peu coûteux étaient vite mis sur le côté. Et un autre indice, c'est que en tant que professeur, on est venu près de nous en disant « Vous avez la priorité pour les vaccins. » En Belgique, les professeurs, c'est une des professions les dernières servies. Donc, je me dis, là, il y a un lit sur roche, c'est pas normal qu'on nous invite les profs à faire ça. Et j'avais donc, puis les médias aussi ont beaucoup œuvré
pour convaincre tout le monde de se faire vacciner. Et pour ma part, bon, j'ai dit à mes enfants, je ne suis pas anti-vax, ça ils le savaient, mais prudence, quoi. Et la pression médiatique et politique liberticide furent plus fortes que moi, vraiment plus fortes que moi. Et mon aîné, donc les 2 enfants sont vaccinés. Et mon aîné Antoine est décédé des 5 mois et demi après sa 2e injection. Entre la dernière injection et son décès, il y a des tas de symptômes qui sont apparus, tels que des symptômes épileptiques, sans être de l'épilepsie après, des problèmes cardiaques, des espèces d'illusions auditives ou visuelles, des changements d'humeur aussi, assez surprenants. Il a consulté neurologue, cardiologue, enfin généraliste, neurologue, cardiologue, enfin tout le Bataclan, si je peux m'exprimer comme ça, de médecins, et qui n'ont rien vu, qui n'ont rien décelé. Mais on n'a jamais cherché sur la piste injection expérimentale en phase 3. Ça n'a jamais été un des critères de recherche. Puis le 16 décembre, une semaine avant son décès, on l'a retrouvé, enfin sa compagne l'a retrouvé en pleine convulsion. Enfin, ils ont oublié les urgences. Il a été reçu à l'hôpital, à 18h30 et à 22h30, voilà, on l'a libéré sans prescription, même. Il était bon pour travailler le lendemain, selon le service, donc il est pas. Et une semaine après, sa compagne l'a retrouvé décédé dans sa baignoire. Il était tout bleu, paraît-il. Voilà. Alors, une autopsie fut réalisée et je n'ai reçu les résultats oralement que 3 mois après. On m'a dit décès par noyade dans sa baignoire suite à des convulsions. Et je n'ai jamais pu voir les écrits, si ce n'est qu'après, 1 an après avoir fait un discours à Namur devant 600 personnes, et grâce à l'intervention de mon avocat, là on a pu, donc il y a eu un juge d'instruction a été désigné, et j'ai pu enfin recevoir donc les résultats de l'autopsie. Bien sûr, ils ont cherché dans toutes les directions, sauf l'éventualité de 2 injections d'un produit Pfizer expérimental. Donc, voilà. Heureusement, grâce à mon avocat, on a pu transférer donc tous les dossiers médicaux différents et de soumettre cela à des experts de l'étranger, puisqu'en Belgique, on ne trouve pas d'experts sans conflit d'intérêts, tout à fait neutre. Et là, bon, il s'avère que le vaccin a vraiment contribué au décès. Maintenant, on progresse, on chemine, et ça traîne assez longtemps. Et l'assistante du juge d'instruction, pour elle, le vaccin a sauvé des vies. Donc, voilà, on avance et on essaie on attend beaucoup des États-Unis, de ce qui se passe aussi grâce à ces réunions, pour tout doucement ouvrir les yeux de ceux qui l'ont encore un peu fermé. Alors je suis ici aussi pour témoigner en tant que membre libre du collectif Action 200 Belgique, et pour vous informer de ce que nous faisons en Belgique, de ce qui se passe, des démarches qui se font en notre pays. Alors le collectif Action 200 Belgique a été fondé par Marc Gérombeau, qui, dont la fille est décédée aussi de manière étrange et inopinée. Et Marc a d'abord s'est posé des questions. Il est parti en France, il a rencontré divers collectifs, et en revenant en Belgique, il a créé le collectif Action 200 Belgique. Alors, ce collectif est associatif. Nous n'avons aucune personnalité juridique, ni de statut, ni de charte. Les personnes sont principalement des personnes adhérentes à la cause, c'est-à-dire à la reconnaissance des victimes. Par manque de soins pendant la période pré-vaccinale, et aussi des personnes décédées suite à des injections. Alors,
Donc nous organisons, enfin Marc principalement organise des manifestations statiques et la réception de témoignages. Alors les Belges sont très timorés à témoigner. Au niveau de la justice, là c'est très dynamique, mais au niveau témoignage, les gens racontent entre eux leurs symptômes, mais dès qu'on leur dit, ben voilà, témoignez factuellement, écrivez factuellement, là on ne les voit plus. Ils sont plus là, ils ont peur. Donc ça c'est un gros combat pour nous. Et bien, y a quand même, on a pas mal de victimes, des gens morts de Charcot, des personnes mortes de Charcot. Il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, j'ai rencontré une jeune qui avait un problème de vision. Enfin, elle dit c'est suite au vaccin. J'ai soumis l'attestation testimoniale à faire, c'était fini, on ne les voit plus. Notre collectif collabore aussi avec des legs, donc nos témoignages et tout ça. Nous sommes dans les manifestations, les collectes des témoignages. Et en question recours en justice, c'est l'ASBL de notre bon droit, dont je vais vous parler ultérieurement. Et nous soutenons aussi Frédéric Baldan, donc vous connaissez, je suppose, dans l'affaire des SMS Gate, Ursula Gates. Donc, nous travaillons en collaboration aussi avec lui. Nous le soutenons ardemment. Alors, le collectif, pour l'instant, essaye d'organiser 2 manifestations. Et aussi, moi, quant à ma part, j'essaye d'être organisée plutôt une centrale d'écoute ou de réception de messages de personnes en détresse qui voudraient être soignées de manière appropriée et non dans le déni de l'éventualité d'effets secondaires. J'en profite justement pour lancer un appel à l'aide pour notre collectif au niveau de la logistique informatique, communicative et managériale. Je remercie beaucoup la France pour son dynamisme, car sans eux et sans les affiches, nous serions moins visibles. Alors, quant à la politique du Covid pendant donc, la période Covid, elle fut à peu près similaire à la France. Juste avant la déclaration du Covid, notre pays est resté longtemps sans gouvernement. Bon, en Belgique, c'est courant. Notre pays donc est resté, là je vais reprendre le support écrit, notre pays est resté jusqu'en 2020 sans gouvernement, et dès que la crise Covid, la pandémie arriva, eh bien, un gouvernement d'urgence fut instauré avec comme première ministre des Affaires courantes Sophie Wilmès, peut-être que vous la connaissez, qui est licenciée en communication appliquée et en gestion financière. Maintenant, elle est vice-présidente du Parlement européen. C'est donc sous le gouvernement Wilmès que toute cette période du premier confinement a été gérée. Alors nous, les Belges, nous avons subi des réglementations de confinement, donc, comme je le disais, similaires à la France, à l'exception de la rédaction d'autorisation de sortie pour soi-même. Ça, ils n'ont quand même pas poussé le bouchon. Alors, nous pouvions nous déplacer pour des activités de loisirs, de jogging, de kayak ou de cyclisme, sans limite de durée ou de rayon spécifique. On pouvait être soigné par téléphone, et nous ne voyions un médecin seulement quand on atteignait vraiment un stade trop avancé de la maladie, pour alors passer directement aux urgences. Et c'est tout. Donc les traitements, bien sûr, étaient très restreints, et certains, donc, subitement étiquetés comme dangereux, voire interdits. En octobre 2020, Alexandre De Croo, Young Global Leader, remplaça Sophie Wilmès en tant que Premier ministre jusqu'aux dernières élections de juin 2024. Alors, ses débuts au gouvernement étaient marqués, comme en France, par un intense matraquage sur la sortie de crise, tout vaccin. En février 2021, les contrats vaccins négociés par la Commission européenne au nom des États membres et des firmes pharmaceutiques sont sortis sur le dark web, et l'association Notre Bon Droit en a fait faire une analyse juridique par un cabinet d'avocats spécialisé dans le droit des contrats de l'Union européenne. Alors, en apprenant que ces clauses d'exonération de garantie de qualité et de sécurité sont nulles devant la justice belge,
les gouvernements des États membres auraient dû faire le nécessaire pour protéger les intérêts de leur population, en saisissant la justice belge afin de faire annuler ces clauses. Au lieu de ça, ils ont défendu les intérêts des actionnaires. Donc l'objectif politique des firmes pharmaceutiques profitant de la crise de la Covid est triple. Imposer à l'Union européenne, avec la collaboration active de la Commission européenne, à l'Union européenne, la protection juridique acquise aux États-Unis en termes de responsabilité et de dédommagement des victimes au détriment des contribuables européens. Imposer au marché des médicaments des procédures accélérées de mise sur le marché de futurs médicaments sans tenir compte de la fin des essais cliniques, avec la collaboration active de la FDA et de l'EMA au détriment de la sécurité sanitaire. Et bien sûr, troisièmement, imposer sur le marché de nouvelles générations de vaccins ARN plus rentables et plus lucratifs que les vaccins classiques. Alors, au printemps 2021, la Belgique a vu son premier pass être mis en place. Il s'agissait du Covid Safety Ticket estival, c'est-à-dire un pass avec une preuve de vaccination ou une preuve de PCR négatif nécessaire pour participer au grand festival de l'été. L'ASBL Notre Bon Droit a immédiatement saisi la justice, estimant qu'il s'agissait là d'un dangereux précédent et d'un cheval de Troie permettant l'instauration d'un pass vaccinal à l'automne. La justice ne l'a pas suivi, mais les événements de l'automne lui donnèrent raison. Dès le mois d'octobre 21, il a été question d'élargir le Covid Safety Ticket estival à toutes les activités de la vie quotidienne des Belges. À nouveau, l'ASBL Notre Bon Droit a saisi la justice et elle a gagné par défaut face à la région wallonne, l'avocat de cette dernière ne s'étant pas présenté. Malheureusement, le jugement a été réformé en appel et les autorités ont alors décidé de prolonger ce Covid Safety Ticket. L'ASBL a de nouveau aussi saisi la justice et a de nouveau gagné. Donc la persistance peut être gagnante, quoi. Et la Cour d'appel a confirmé cette victoire et donc le CST, donc le Covid Safety Ticket, a été jugé disproportionné et non conforme au RGPD. Alors en janvier 22, la France transformait son passe vaccinal exigeant spécifiquement la preuve de vaccination, excluant les tests négatifs comme alternative, ce qui n'a fort heureusement jamais été le cas en Belgique. Début 22, notre ministre de la Santé, Frank van den Broek, accoutumé au contrat secret, a décidé de mettre sur la table un projet de loi pour rendre la vaccination obligatoire pour le personnel soignant, comme en France. Une action de lobbying de la part, donc une action lobbying intense fut organisée en parallèle du regroupement des soignants non vaccinés en vue d'une éventuelle action de justice si la loi était votée. Alors pendant toute la durée des travaux parlementaires, plusieurs mails furent envoyés aux parlementaires, mais aussi à des organisations qui devaient les conseiller, comme l'Académie royale de médecine et l'Ordre des médecins. Alors cette campagne de lobbying tournait autour de 3 axes, les arguments juridiques, les arguments éthiques et donc les arguments aussi scientifiques. Et c'est quasi 5000 soignants qui étaient prêts à faire valoir leurs droits face à la justice. Donc ce chiffre a probablement joué un rôle considérable dans le fait que le projet de loi n'a jamais été voté en Belgique. Toutefois, les mesures furent assez restrictives et parfois très ridicules et arbitraires. Alors, lors de la campagne vaccinale, les médias faisaient la promotion des vaccins en relatant quotidiennement des cas de détresse, le nombre croissant de décès déclarés par Covid et flattaient notre sens civique en enjoignant à recevoir l'injection comme unique solution, en insistant que nous épargnerons nos aînés et la propagation du virus. Des médecins spécialistes et des pharmaciens très qualifiés de mon entourage croyaient dur comme fer que le vaccin protégeait contre la contamination. Or, nous avons vu tous en octobre 22, Janine Small, en répondant à Rob Rose, disant que en fait, ça n'avait pas été étudié. Donc aujourd'hui,
Depuis donc, beaucoup de gens commencent vraiment, en Belgique du moins, à se questionner sur le contenu des savoirs et compétences enseignés dans les facultés universitaires de médecine et de pharmacie. Quant à la reconnaissance des effets secondaires, c'est pas gagné chez nous, en Belgique. Notre dernier Premier ministre, oui, parce que nous sommes toujours maintenant à nouveau sans gouvernement. C'est courant. Donc, notre dernier Premier ministre se demande quels effets secondaires, et l'administrateur des chaînes francophones de l'État a déclaré lors d'une récente conférence qu'on avait, entendez bien ça, qu'on n'avait pas encore d'informations sur les effets secondaires des vaccins. Bref, la justice belge est assez coûteuse et donc ça décourage plus d'une personne. Alors, j'aimerais bien donc vite vous parler donc de ce qui existe en Belgique, et vous pouvez trouver sur notre stand collectif Action 200 Belgique les coordonnées des associations qui existent. Nous avons l'OUPS qui a l'initiative d'Alain Collignon, qui est l'Ordre universel des praticiens de la santé, AB Santé. Nous avons Bon Sens Belgique, sous l'initiative de Nicolas Lefebvre, qui est ici. Nous avons notre Bon Droit, qui, elle, est dédiée à la défense des droits et des intérêts des citoyens et résidents belges. Les Pangolins et la Révolution de Salon, qui ont des problèmes avec la justice belge à cause de la télévision de l'État. Le Parti Vivant, qui est le seul parti qui a porté plainte, notamment en association avec notre Bon Droit et Frédéric Baldan. Le collectif Action 200 Belgique. Comme média, nous avons Reporters Citoyens, Anne Lallemand ici, entre autres, dont Anne, représentée par Anne Lallemand, le BAM, Belgium Alternative Media, La Lettre de Santa et Kéros. Nous avons aussi le célèbre humoriste Stéphane Scuvelier. Je vous remercie pour votre présence. Et aussi, j'aimerais bien terminer par une citation de Beaumarchais. J'ai un peu les larmes aux yeux, que Michel Procureur m'a un jour dit au téléphone. Et c'est quand le mal a toutes les audaces, le bien doit avoir tous les courages. Voilà, je vous remercie. Alors, bonjour à tous et merci pour avoir organisé cette rencontre. Nous sommes tellement habitués à résister aux distorsions de notre réalité que de nous retrouver ici comme en ce moment, c'est une bouffée d'air frais, parce que ça nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Moi, je m'appelle Francisca, je suis présidente de l'association Sindacato d'Azione. Je viens de Parme, en Italie, et aujourd'hui, je suis accompagnée par l'avocat Mauro Franchi, qui est l'un des 18 avocats qui font partie de notre association. Je ne pense pas qu'il n'existe en Italie une autre structure comme la nôtre, un groupe d'avocats qui, depuis le début, a travaillé côte à côte, pratiquement sans rémunération, encore aujourd'hui, pour défendre les droits fondamentaux des citoyens. Mais je ne suis pas ici seulement pour vous parler de nous, parce que je voulais vous donner une panoramique sur l'Italie, ce qui s'est passé. Pour ce qui nous concerne, c'est clair que les batailles que nous avons menées ressemblent à celles que beaucoup d'entre vous ont affrontées et qui seront au cœur de ces 2 journées. Accompagner donc les personnes au centre de vaccination, sur le lieu de travail, à l'école, à l'hôpital, etc. Et à une époque où un pass sanitaire ou un vaccin était obligatoire pour se déplacer. Ce que je veux plutôt partager avec vous, c'est ce qui a fait de l'Italie un cas particulièrement dramatique dans cette fausse pandémie. Nous avons été parmi, je crois, les pays les plus touchés et les plus réprimés. Et pour vous faire quelques exemples, pour ce qui concerne l'obligation vaccinale pour les soignants, peut-être que pas tout le monde le sait, mais
En Italie, l'obligation vaccinale pour les soignants, y compris tout le personnel administratif du secteur, a duré plus d'1 an et demi, sans possibilité d'opter pour des tests, contrairement aux policiers, enseignants et d'autres catégories qui pouvaient se tester, même s'il fallait payer pour ça. Et donc plus d'1 an et demi sans salaire. Et certaines tentaient volontairement de contracter le virus pour obtenir un laissez-passer, ce qu'on appelait en Italie le Green Pass, le pass sanitaire. Mais même avec la guérison, ils n'avaient que 3 mois de liberté pour aller travailler. Donc c'était un véritable massacre. Les interdictions absurdes, alors pour vous faire un exemple, en 2020, un décret gouvernemental interdisait l'achat des biens non essentiels. C'est-à-dire qu'on ne pouvait même pas acheter un feutre ou un peluche pour nos enfants. C'était aussi le même, au même temps, les aires de jeu étaient fermées, etc. Mais on pouvait acheter des cigarettes, on pouvait acheter des alcools et on pouvait jouer à slot machine. Alors ça, c'était possible. Pour ce qui concerne la mise en scène des vaccins, alors je ne sais pas si vous avez vu, mais en Italie, le premier lot de ces injections, il ne faudrait pas les appeler vaccins, les premières doses sont arrivées à Rome, escortées par des voitures de police, avec des cérémonies solennelles à la clé. Et alors qu'on nous disait que ces vaccins étaient fragiles et devaient être conservés à moins 70 degrés pour éviter sa dégradation, quelques mois plus tard, il était administré même sur la plage en plein soleil. Et en plus, pour convaincre la population de se faire vacciner, on offrait des sandwichs gratuits, des bières, des entrées en discothèque et même, bon, merci, je vais me dépêcher, des prestations sexuelles. Ben, ça, c'est passé pas en Italie, vous savez, en Autriche, mais c'est quand même incroyable. Pour ce qui concerne la manipulation médiatique, tout le monde peut-être se souvient des images des camions militaires remplis de cercueils diffusés pour terrifier la population. Plus tard, on a découvert que ces camions transportaient au maximum 1 ou 2 dépouilles et que le vrai problème était que les pompes funèbres refusaient de le déplacer car les corps en décomposition perdaient des fluides et dégageaient une odeur insupportable. Même stratégie avec les images de cercueils de Lampedusa en 2013 qu'ils ont recyclés pour les faire passer pour des victimes de Covid. Et puis, concernant les confinements cauchemardesques, alors il y a des épisodes où des personnes bravant les confinements pour courir sur la plage ou pour aller nager, mais vraiment ils étaient tout seuls dans une plage complètement isolée. Ils étaient poursuivis par des drones, une fois même par des hélicoptères en direct télévisif, donc avec les images en direct, comme s'il s'agissait des criminels. Okay, ça s'est passé vraiment. Et puis, bon, il y avait la propagande qui était grotesque. Je ne sais pas si vous avez jamais vu que les 3 virologues les plus médiatisés, omniprésents sur le plateau, et bien sûr financés par Pfizer ou par Big Pharma, ils ont enregistré une chanson de Noël, du genre Jingle Bells, pour inciter la population à se vacciner. C'était tellement absurde et ridicule que beaucoup de personnes ont pensé à un photomontage, et ce n'était pas. Moi-même, quand je vu, je pensais à l'intelligence artificielle. C'était vraiment 3 virologues qui chantaient Jingle Bells pour inciter les personnes à se vacciner. C'est fou, hein? C'est qu'on dit que la réalité dépasse la fantaisie. Et ça, c'est qu'une petite partie. J'avais pas mis en liste, il y a un cas d'un garçon de 15 ans qui, pour aller à l'école, il allait en bus, et à l'époque, il fallait le pass sanitaire aussi pour aller à l'école, pour les enfants. Et son pass sanitaire était échoué depuis quelque chose comme 3 minutes, et ils l'ont fait descendre du bus. Il ne pouvait pas aller à l'école. Ces genres de choses sont passées en Italie. Et il ne faut pas l'oublier, je crois. Alors,
je pourrais continuer avec l'état d'urgence prolongé sur plus de 2 ans, les protocoles de paracétamol et attente vigilance qui ont causé des milliers de morts, les patients décédés à l'hôpital à cause de mauvais traitements et enfermés dans des sacs noirs sans même un dernier adieu à leur famille. Ou encore les médecins suspendus pour avoir soigné leurs patients au lieu de suivre aveuglément les directives du ministère. En Italie, ils ont tous été suspendus. Il n'y avait plus un seul médecin de ceux qui se sont opposés au régime. Ils sont tous été suspendus. Même les plus importants, les plus fameux, ils ont tous été suspendus. Malheureusement, ce sont des choses que vous avez aussi vécues dans vos pays. Et malgré tout ce que je vous racontais, je suis fière de représenter l'Italie qui résiste, parce qu'il y a des milliers de personnes qui se battent encore, qui sont en train de réseaux de solidarité nés au cours des premières années et s'engagent à démanteler les murs de mensonges qui étouffent chaque aspect de nos vies. Je voulais aussi très brièvement, juste vous dire 2 initiatives qu'on a mises en place récemment. Et c'est un comité de citoyens de surveillance qu'on a fondé justement avec l'avocat qui est ici aujourd'hui. C'est un organe indépendant pour surveiller la commission parlementaire Covid-19 qui a été créée par le gouvernement pour enquêter sur la question de la pandémie. Mais vous savez qui c'est un des commissaires de cette commission? C'est Giuseppe Conte, donc l'ancien Premier ministre, ceux qui étaient en Premier ministre en 2020-2021, qui avait imposé les confinements, les masques, les restrictions. Alors lui, il est assis entre les commissaires de cette commission, donc ce qui était absolument un clair signal que nous ne pouvons pas espérer d'obtenir justice de ceux qui ont orchestré ce désastre. Et donc nous, on a fait ce comité de surveillance de cette commission et on verra ce qui va sortir de ça. Et puis il y a une charte Sienne, la Carta di Siena, c'est un document signé par plus de 900 médecins et 20 000 citoyens qui dénonce la complicité des ordres des médecins dans la violation de l'éthique professionnelle en imposant les directives politiques dénuées de base scientifique. C'est simplement un appel à la liberté médicale et à la défense de la santé des patients. Nous sommes ici parce que nous croyons que la vérité ne peut pas être enterrée pour toujours. Lorsqu'on comprend l'ampleur des mensonges qu'on nous a racontés, on cesse d'attendre un salut venu d'en haut et on commence à construire des solutions par le bas. Et c'est exactement ce que nous faisons. Voilà, merci. Bravo. Je vous demande juste si c'est possible de dire vraiment 2 mots, mais c'est que 2 mots, d'une des associations italiennes qui lutte à côté des victimes, qui était fondée aussi par des victimes du vaccin. Et je voulais juste vous dire une initiative qu'ils sont en train de faire qui est, je crois, très intéressante. J'espère qu'en France, on est en train de faire le même, ou si on peut le faire en futur. Alors, l'association, elle s'appelle Persone in Cammino. Elle était fondée par Andrea Sillo et Paola delle Rive. Je crois que peut-être vous le connaissez. Et alors, elle a été fondée, dirigée par des personnes endommagées par les médecins. Et le projet qu'ils ont lancé, c'est intéressant parce qu'ils ont commencé à élaborer une base de données de lot des vaccins, afin que les personnes vaccinées avec le même lot puissent échanger entre elles ou vérifier s'il y a d'autres victimes ou décès dans leur propre lot. Parce que vous savez que le VAERS en Amérique, aux États-Unis, ils ont fait ça, on peut le voir, il y a la transparence. Ici en Europe, il n'y a pas. Donc ils ont commencé à mettre ensemble tous ces dates. Donc, ils ont créé un réseau avec un responsable pour chaque région et des chats en Telegram dans lesquels les personnes peuvent échanger directement. Et ils indiquent le lot et généralement une brève histoire de leur pathologie. Alors là, ils ont découvert par exemple qu'il existe une base de données de l'eau qui devait être éliminée car il avait causé des décès, mais ils n'ont finalement pas été retirés du marché.
De même, certains lots, des lots périmés ont continué à être utilisés, ou il existe des lots inconnus, c'est-à-dire avec un numéro qui n'apparaît nulle part. Et puis des autres choses un peu bizarres, les références du Haute Adige, donc italienne, qui a trouvé des lots qui, en plus d'être distribué en Italie, l'avait également été en Allemagne, comme aussi le lot qui a endommagé Andrea Sillo. Le même lot a été trouvé en France, et il y a une personne qui a eu, il a reçu le même symptôme, même pire, il a dû être hospitalisé 3 fois. Et donc voilà, ça c'est juste, je vais couper là, mais c'est une initiative, je crois, intéressante, utile. J'espère qu'en France, on peut faire une chose pareille, et puis se mettre ensemble, faire ce database pour l'Europe. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Francisca. C'est important effectivement de partager les informations de façon à aussi tous converger sur les mêmes projets, en fait. D'où l'intérêt de faire. C'est une vidéo de Wybren van Haga, j'ai certainement écorché son nom, président du conseil d'administration. Je vous passe la vidéo. Bonjour à tous, nous sommes Stichting Coronaschade, une fondation néerlandaise officiellement créée en juin 2023. Je m'appelle Wybren van Haga, président du conseil d'administration de notre fondation, ancien membre du Parlement néerlandais et chef du parti politique BVNL. Je suis accompagné ici par toute l'équipe de notre fondation. Vala van den Bomen, cofondatrice de notre fondation et secrétaire du conseil d'administration. Annemero Kloosterman, membre du conseil et représentante des personnes blessées par les vaccins. Iris de Boer, Lakshmi Saravati, Magdalena Zambo et Esther Reinders, également représentante des victimes des vaccins aux Pays-Bas. Jacques et Manon Abe, fondateurs de Stichting Covid Vaccinatieschade, une organisation à but non lucratif qui offre une plateforme de soutien aux blessés par les vaccins, à leurs familles et leurs proches, et qui s'efforce de sensibiliser et de reconnaître des blessures. Et enfin, Joey Rademacher, notre spécialiste des contenus et des réseaux sociaux. Pendant notre mandat au Parlement néerlandais, BVNL s'est opposé aux politiques Covid mises en place par le gouvernement néerlandais, s'opposant notamment au déploiement des vaccins expérimentaux contre le Covid-19 et aux campagnes de vaccination forcées. Nous avons décidé de concentrer toutes nos activités liées au Covid-19 dans une fondation spéciale dans laquelle nous visons à créer un mouvement collectif uni aux Pays-Bas, à unir nos forces avec tous ceux qui, dans notre pays, tentent d'aider les personnes affectées par les mesures Covid et de réclamer justice pour les dommages infligés à notre société. En 6 mois d'activité, beaucoup de travail a été accompli. Actuellement, nous sommes engagés dans plusieurs procédures judiciaires concernant les actions illégitimes de notre gouvernement pendant la crise du Covid. Nous établissons une association de patients spécifiquement pour les victimes de blessures vaccinales Covid et nous explorons des possibilités d'action collective aux États-Unis. Nous avons établi des contacts avec plusieurs organisations internationales impliquées dans des activités similaires et construisons progressivement notre communauté. Aux Pays-Bas, il n'y a pas eu d'évaluation appropriée des politiques Covid et nous doutons qu'il y en a un jour. Notre ministère de la Santé a avoué ne pas vouloir étudier la possible connexion entre les vaccins expérimentaux ARNM Covid et les nombreux problèmes de santé inexpliqués, les décès excédentaires et l'augmentation des cas de Covid long dans notre pays.
Notre gouvernement refuse de reconnaître que sa réaction à la pandémie était erronée et nuisible et rejette toutes les responsabilités pour les dommages causés à notre santé publique, notre économie, notre entrepreneur, nos enfants et nos aînés. Notre économie, nos entrepreneurs, nos enfants et nos aînés. De nombreuses personnes aux Pays-Bas ont perdu leur santé, leur emploi, leurs moyens de subsistance, leurs amis, leur famille et dans certains cas leur vie en raison des politiques et des conséquences qui pèseront sur notre société pendant de nombreuses années. Jusqu'à présent, aucune organisation aux Pays-Bas n'a essayé d'engager des actions en justice pour obtenir des compensations pour les dommages causés. Notre fondation Coronaschade est la première et la seule organisation aux Pays-Bas à le faire. Nous représentons des victimes de toutes sortes, blessés par les vaccins, entrepreneurs, professionnels de santé, étudiants, parents et tous ceux qui ont été affectés négativement par les mesures de notre gouvernement. Notre espoir est d'unir autant de personnes que possible pour faire entendre notre voix plus fort et forcer les autorités à nous reconnaître et à prendre leurs responsabilités pour ce qu'elles ont fait. Actuellement, il n'est pas obligatoire aux Pays-Bas de recevoir le vaccin Covid-19 pour travailler ou accéder à des lieux publics. Cependant, certaines organisations et employeurs encouragent les gens à le faire. Le gouvernement a également lancé une autre campagne de vaccination l'automne dernier. Les effets secondaires graves et persistants des vaccins Covid ne sont pas reconnus. Il n'y a aucun soutien ni traitement pour les personnes blessées et par les vaccins. Et elles sont activement exclues par cliniques d'expertise post-Covid récemment ouvertes. Le syndrome post-vaccinal, PVS, n'est pas un diagnostic officiel et n'est donc pas reconnu par les compagnies d'assurance maladie. Cela signifie que les patients PVS ne peuvent recevoir aucun traitement officiel et sont contraints soit de mentir sur leur état, de chercher de l'aide dans le circuit alternatif ou de payer eux-mêmes tous les soins médicaux. En outre, ils sont stigmatisés et ridiculisés par notre gouvernement qui qualifie leurs récits et leurs problèmes de santé comme désinformation et tente activement de les censurer. Dans les mois à venir, nous espérons unir davantage de personnes et d'organisations tant aux Pays-Bas qu'à l'international pour joindre nos forces dans notre quête de justice et de guérison. Nous poursuivrons nos actions et justice et explorerons les options disponibles aux États-Unis pour poursuivre les entreprises pharmaceutiques qui ont produit et distribué les vaccins Covid-19. Nous espérons obtenir davantage de financement pour notre fondation et sensibiliser les médias et les responsables politiques à toutes les conséquences que les politiques Covid ont eues sur notre société. Nous remercions vivement Cher au tout cœur de nous avoir contactés et nous excusons de ne pas pouvoir venir en France ce week-end. Néanmoins, nous sommes impatients d'explorer et de renforcer notre relation avec vous tous et nous apprécions tous les efforts déployés par chacun à travers le monde pour cet objectif commun si important. Nous espérons vous rencontrer tout très bientôt. Merci beaucoup. Bonjour chers participants à la réunion de Vierzon. Je m'appelle Britta Barnett et je suis cofondatrice de l'association des victimes de la vaccination. C'est écrit ici www.impfopfer.info. Alors, le mot Impfopfer, c'est un petit peu compliqué peut-être pour les Français. Ça veut dire victime de la vaccination.
Je fais ça aux côtés de mon compagnon Martin Rutte, qui est un activiste bien connu en Autriche contre l'agenda 2030. Et mon français n'est malheureusement pas assez bon pour que je parle complètement librement maintenant, sans faire des erreurs. Et c'est pour ça que j'ai décidé de lire mon texte et j'espère que ça ira. Alors, notre association a été fondée en mars 2023. Elle est la plus grande association de victimes de la vaccination en Autriche. Nous proposons aux victimes un service de mise en relation avec des médecins et des avocats. Nous avons actuellement plus de 250 médecins dans notre association. Ils étaient tous appelés et vérifiés comme étant des médecins connaissant les dommages causés par les vaccins et qui peuvent être contactés par nos membres. Nous avons également environ 80 thérapeutes et une dizaine d'avocats. En outre, nous mettons à disposition une consultation en ligne dans le cadre de laquelle des médecins répondent aux questions concrètes des victimes par message vidéo. Nous avons également mis en place une hotline pour une première consultation, ainsi qu'un groupe WhatsApp gratuit dans lequel les victimes peuvent se mettre en réseau. La situation du pays en 2020 et évolution dans le temps, c'est assez intéressant comme dans d'autres pays. Alors, en Autriche, entre mars 2020 et janvier 2022, il y a eu 5 lockdowns. L'un d'entre eux ne s'appliquait qu'aux personnes non vaccinées, mais nous avons ignoré les instructions. En outre, des règles de distance, des masques obligatoires et des tests de masse, des réglementations 2G, ça veut dire geimpft und genesen, alors c'est vacciné et guéri, et réglementation 3G, c'est vacciné, guéri, testé. Je pense que c'est la même chose en France et dans d'autres pays. Nous avons été soumis à un lockdown dur pendant 183 jours et de nombreux autres jours ont été soumis à des restrictions partielles. La pandémie Corona a coûté à l'Autriche un total de 175 milliards d'euros. C'est incroyable parce que nous, on est quand même un petit pays. En conséquence, l'Autriche est en récession pour la 3e année consécutive. Nous avons une dette publique de 400 milliards d'euros fin 2024. Et ça, au moins, parce que l'ancien gouvernement a en fait caché les chiffres. Effets secondaires indésirables sont-ils reconnus, traités? Alors non, en Autriche, la plupart des effets secondaires ne sont pas reconnus. On fait croire aux victimes qu'elles sont devenues folles et on les envoie parfois même chez les psychiatres. Seuls quelques médecins, dont la plupart sont organisés dans notre association, prennent les victimes au sérieux et les traitent en conséquence. Point juridique. Actuellement, il n'existe pas d'aide juridique pour les victimes en Autriche. Nous espérons que ça changera avec un nouveau gouvernement. Les victimes doivent payer elles-mêmes si elles ont recours à la justice. La vaccination est-elle obligatoire? Alors ça, c'est un point très intéressant en Autriche parce que l'Autriche a été le premier pays de l'Union européenne à décider d'une vaccination obligatoire générale. On voulait tester dans un petit pays s'il était possible d'imposer des attentes aussi inconcevables au droit à l'intégrité physique. L'obligation de vaccination a été décidée le 20 janvier 2022, mais elle a ensuite été suspendue jusqu'à aujourd'hui en raison de manifestations massives. La version officielle disait qu'elle avait été suspendue en raison d'une évolution moins grave de l'Omicron, mais c'est juste pas vrai. Position actuelle de notre gouvernement. Alors ça, c'est très actuel et c'est aussi très intéressant. Alors le chaos règne actuellement dans la politique autrichienne. Le parti de centre droit FPÖ, c'est le parti autrichien de la liberté, est le seul parti qui s'opposait à l'époque à la vaccination obligatoire et qui veut faire le point sur la pandémie de Corona. Il a remporté les élections de notre Conseil national fin septembre 2024 avec 29% et une nette avance. Notre président fédéral franc-maçon, Van der Bellen, ainsi que les autres partis mondialistes voulaient empêcher le FPÖ et le diffamer comme étant d'extrême droite. Je pense que en France, on connaît tout ce jeu-là. Après l'échec, début janvier, des négociations sur le projet de gouvernement de coalition à 3, un petit peu comme en Allemagne, c'est finalement Herbert Kickl du FPÖ qui a été chargé
à le 6 janvier de former le gouvernement. Il reste à espérer que le FPE, qui doit former une coalition avec le EVP, alors c'est le Parti populaire autrichien qui est mondialiste, fera avancer une vaste enquête sur la corona. Nous espérons en outre le retrait immédiat du traité de l'OMS sur les pandémies ainsi que l'abrogation de la loi sur la vaccination obligatoire. Tout ça se décidera en janvier et février. Alors, maintenant, quels sont nos projets? En tant qu'association, nous espérons, comme je l'ai dit, que le FPE entrera au gouvernement et soutiendra financièrement de manière massive notre association. Nous exigeons une enquête complète sur la pandémie de corona, l'un des plus grands crimes de l'humanité, ainsi qu'une aide immédiate aux victimes et la reconnaissance des dommages causés par la vaccination. En 2022, nous avons distribué en Autriche environ 1,4 million d'autocollants avec les mots Vacciner tue, Impfen tötet. Et nous souhaitons poursuivre à l'avenir l'information sur la dangerosité des injections toxiques afin de sauver le plus grand nombre possible de vies humaines. Alors ça pourrait être, ou ça pourrait sembler un petit peu extrême, mais c'est fait exprès pour que beaucoup de personnes se réveillent. Quelles sont nos attentes en matière d'action au niveau international? Alors, recherche concernant la réduction des dommages liés au vaccin, traitement international, tribunaux internationaux, interdiction des vaccins à ARNM. Et que peut-on en conclusion? Que peut-on dire en conclusion, pardon? Alors, certains indices laissent à penser qu'une nouvelle pandémie est prévue pour 2025 ou 2026, non pas avec un virus, mais avec une bactérie, et non pas avec des injections toxiques, mais avec des antibiotiques dangereux. Le médecin allemand Heiko Schöning a effectué des recherches approfondies à ce sujet et a rassemblé ses résultats dans son livre Game Over 2, Angriff aufs Mikrobiom, c'est attaque du microbiome. Bill Gates, d'ailleurs, a aussi parlé du microbiome 2 ou 3 fois déjà. Et ce qui est très important maintenant à comprendre, nous sommes tous dans le même bateau au niveau international. Nous avons affaire à un groupe de personnes hautement criminelles qui ont planifié et planifient consciemment cette pandémie et d'autres. Il est essentiel de se mettre en réseau au niveau international et d'apprendre les uns des autres pour pouvoir lutter contre ce crime. Merci à tous de m'avoir écouté et bonne chance pour votre conférence. Au revoir.